Bonjour à tous, ce cours donc pour entamer la suite des espaces vectoriels. Bon, je me le permets parce que en fait, on va voir que finalement, dans ce tuto-là, il y aura pas énormément de nouveautés. En revanche, on va poser des choses dont on avait déjà discuté, on va un peu les formaliser. Notamment, on va définir ce qu'on appelle réellement dimension, puisqu'on l'utilise même là pour le coup, même hors maths, hein, mais en maths, on en a déjà parlé et ce serait bien donc de définir enfin réellement ce que c'est. On va voir des exemples et puis on va voir un petit peu comment dire? Que ce qu'on intuitait, ce qu'on avait, d'intuition compris sur, enfin la relation qu'il peut y avoir entre une base, une famille libre, une famille, génératrice, d'un espace vectoriel. Peut enfin et la réalité. Alors quand je dis, ce qu'on imaginait, enfin on va préciser évidemment, mais voilà, en gros on va travailler autour de ça et donc après on verra une belle preuve justement, d'un de ces théorèmes-là. Voilà, bon, j'en dis pas plus, pour le sommaire, on va commencer. Donc justement, bon, on prend la suite du 10A, hein. Le 10A, c'est les espaces vectoriels qui étaient pas forcément en dimension finie. Là, on va préciser ce qui se passe quand la dimension est finie. C'est pour ça qu'il faut définir, déjà ce qu'on appelle la dimension. En revanche, donc K désigne toujours R ou C, ça n'a pas changé. On n'aura rien d'autre, au programme comme corps de base. Du coup, beh, justement, alors qu'est-ce que ça va être la dimension? On a bien défini, on a donné beaucoup d'exemples, et cetera, de ce qu'était une famille génératrice d'un espace vectoriel. Et bien justement, quand un espace vectoriel admet une famille génératrice finie, c'est-à-dire qu'il est capable d'être engendré, enfin il est possible d'engendrer cet espace vectoriel par un nombre fini de vecteurs, et bien dans ce cas, on dira justement qu'il est de dimension finie. Donc la dimension, là en fait on définit pas encore vraiment ce que c'est. Là on définit juste ce que ça veut dire être de dimension finie. Donc c'est plus fini finalement qu'on définit que dimension là, enfin, c'est un peu les deux, mais on verra donc que la dimension va avoir un rapport avec le nombre de vecteurs qu'on va mettre. Alors là on parle de famille génératrice, mais vous verrez qu'on sera un petit peu plus fin que ça. Ça aura plus directement un rapport, disons, plus net avec le nombre de vecteurs qu'on mettra dans une base. Voilà. Donc bon, on n'en est pas encore là. Mais là, pour l'instant, déjà, s'il admet une famille de génératrices avec un nombre fini de vecteurs, alors on peut dire qu'il est dimension finie. Et vice-versa, bien sûr. Si dimension finie, c'est qu'il admet forcément, c'est une définition, hein, donc bien entendu. Et dans le cas contraire, en toute logique, hein, si la dimension n'est pas finie, on dira qu'elle est infinie. Voilà, ça peut paraître fou, hein, mais on en a vu des exemples en fait de dimension infinie. Et donc vous verrez que, ben oui, en fait, ça existe, c'est-à-dire qu'on a des espaces vectoriels qu'on ne peut pas engendrer avec juste un nombre fini de vecteurs. Quand bien même ce nombre serait grand, ça suffirait pas. Alors justement, voyons des exemples pour un peu illustrer ce qu'on appelle dimension finie ou pas. Alors, je vais les écrire à côté. Donc, on avait vu, donc ce ne sont que des exemples qu'on a déjà rencontrés, hein, donc on ne va pas tout redétailler, mais on va reprendre justement là où on en était sur ces exemples. On avait vu que Kn de x, donc l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n, on avait dit qu'il est engendré par vect, c'est le vect justement, il est engendré par 1, x, x2, jusqu'à xn, puisque justement il contient les combinaisons linéaires de ces polynômes-là qui forment l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n. Donc si j'arrive à l'écrire comme ça, donc ça c'est le vecte de n plus 1 vecteur, donc c'est bien un nombre fini de vecteurs. Donc ça veut dire concrètement que j'arrive à construire Kn de x avec n plus 1 vecteur, c'est-à-dire avec un nombre fini de vecteurs. Donc je peux dire que Kn de x est de dimension finie. Dimension finie. Après, on écrira souvent dim pour dimension, sans surprise, je pense. D'ailleurs, la famille 1x, x2, xn, les mêmes libres, on l'avait montré, hein. Donc en fait, ce sera carrément une base de Kn de x, et on pourra dire que là, justement, comme il y a n plus 1 vecteur dans la base, on pourra dire que Kn de x est de dimension n plus 1. Donc on pourra être plus précis après quand on considérera les bases et donner carrément la valeur de la dimension, en fait, le nombre associé à cette dimension. La dimension est un nombre à l'origine, hein, mais on ne l'a pas encore défini comme tel. Enfin, un petit peu, on commence, puisque fini, infini, mais bon, on n'a pas précisé.
Voilà, bon, ça je l'écris pas forcément, on le verra de toute façon. Ensuite, alors un autre exemple qui est tout copain, tout cousin, tout frère à côté et qui finalement va pas être le même. K de x, justement, est-ce que je peux l'écrire comme vecte d'un nombre fini de vecteurs? Ben, si je prends un x, x2 jusqu'à xn, donc la même base qu'au-dessus, clairement, il va me manquer, par exemple, pour les degrés n plus 1, je vais pas pouvoir les construire, je vais pas pouvoir les générer, les engendrer à partir de la base que j'aurais choisie. Bon, alors si je prends, du coup, je rajoute x puissance n plus 1, je vais avoir le même problème pour x puissance n plus 2, etc., etc. Donc en fait, on se rend compte que si on veut pouvoir engendrer tous les polynômes qui existent, de tous les degrés possibles, malheureusement, enfin malheureusement, oui et non, mais c'est-à-dire qu'on va pas récupérer de la dimension finie, hein, il nous faudra une base de dimension infinie, avec un nombre infini de vecteurs. Autrement dit, là, on est devant un espace vectoriel de dimension infinie. Donc lui, on va dire directement, j'ai déjà expliqué pourquoi, est de dimension infinie. Ensuite, ce qui veut dire que K de X, on l'étudiera très peu dans ce chapitre. Vous aurez bien compris que on va vraiment focus sur les espaces vectoriels de dimension finie. Mais néanmoins, c'est bien de savoir justement ce qui n'entre pas dans ce cadre. Alors ensuite, on avait vu les matrices, donc l'ensemble des matrices avec n lignes et p colonnes. Vous vous souvenez qu'on avait dit qu'on pouvait l'écrire comme le vecte de la famille des EIK ou EIJ, avec I entre 1 et N et K entre 1 et P. Voilà. Donc c'est engendré par une famille finie de vecteurs. Alors certes, il y en a pas mal, hein, des EIK, mais ça reste fini. On est capable de les compter, enfin d'arrêter le compte. Parce que bon, les infinis, on peut compter, hein, mais c'est juste qu'on s'arrêtera jamais. Engendré par une famille finie de vecteurs, donc de dimension finie, MNP de dimension finie. Et en fait, on pourra démontrer, justement, on l'a déjà fait, hein, que les EIK étaient libres, forment une famille libre, donc en fait, ce sera même une base. Et donc, on pourra même préciser, comme il y a n fois p EIK différents là dans le vecte, on pourra même préciser que la dimension de MNP, eh bien justement, c'est NP, n fois p. Donc, est de dimension finie. Ok. Ensuite, nous avons un autre ensemble qu'on avait vu, les fonctions de i dans R, avec i un intervalle non vide, etc., etc. Donc lui, même principe. Là, pour le coup, même les sous-familles, c'est souvent compliqué hein, d'avoir une dimension finie. On n'est pas capable de donner un nombre fini de fonctions qui engendre l'ensemble de toutes les fonctions. C'est pas possible. Hein. Donc là, c'est clairement de dimension infinie. Donc ça aussi, ce sera très peu abordé dans ce chapitre. Ensuite, un autre encore, R, vous vous rappelez de cette notation, R exposant n à chaque fois avec la double barre, c'est-à-dire qu'on parle bien des ensembles, c'est l'ensemble des suites. Donc ça, c'est l'ensemble de toutes les suites de n dans R, hein, donc toutes les suites réelles. Voilà. Et bien, ces suites-là aussi, pareil, vous ne serez pas en mesure de trouver un nombre fini de suites qui engendre tout l'ensemble des suites. Ce n'est pas possible. Donc, est de dimension infinie. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Ah oui, on avait, bien sûr, j'aurais pu le mettre avant d'ailleurs, maintenant que je vois le puissance n, on avait R puissance n qui lui est donc l'ensemble des vecteurs des n nuplés, hein, l'ensemble des vecteurs à n composantes. Lui, en revanche, on l'a vu d'ailleurs, il peut s'écrire comme le vecte. Vous vous souvenez, on avait écrit E1, E2, E3, etc. Voilà, c'était donc les vecteurs les plus basiques, c'est-à-dire que juste on fait varier la place du 1, mais sinon il n'y a que des zéros. Voilà, donc E1, E2 jusqu'à En. Il y a n vecteurs, c'est-à-dire que c'est fini.
Et donc, on peut dire que Rn est de dimension finie. Et on avait même montré que EIEN est une base. Donc, on pourra même dire plus tard que, dans pas longtemps, hein, que la dimension est égale à n. Puisque je pense qu'on commence à le comprendre. Ce qu'on va dire pour la base, c'est que la base correspond au nombre de vecteurs qu'il y a dans une... pardon. La dimension, je vais y arriver, correspond au nombre de vecteurs qu'il y a dans une base de l'ensemble. Voilà. Et que toutes les bases ont le même nombre de vecteurs, justement. Bon, ça on le verra. Et un dernier qu'on avait vu, qui n'est pas proposé là dans le cours, mais il est intéressant parce qu'on l'avait vu celui-là. On avait vu vect 1 cos sin. Alors ce sont des fonctions pour le coup, mais là c'est pas toutes les fonctions. C'est justement l'ensemble qui est engendré par la fonction qui est tout le temps égale à 1, constante, la fonction cosinus, la fonction sinus, et on prend les combinaisons linéaires de tout ça. Donc forcément, comme je prends les combinaisons linéaires, j'ai bien un sous-espace vectoriel qui est engendré par un nombre fini de vecteurs. Et donc ça, on peut dire que c'est de dimension finie. Et on avait même montré que il me semble qu'on avait montré que c'est libre, hein, 1 cos et sin. Donc en plus, c'est même une base, et donc on pourra même dire que c'est de dimension 3. Voilà, donc lui, il est bien de dimension finie, comme tous les vects que vous êtes capable d'écrire avec un nombre fini de vecteurs. Voilà, bon, je pense que pour les exemples, c'est déjà pas mal. Et donc, allons voir ce qu'on peut retenir de plus avec ces histoires de dimensions. Enfin, qu'est-ce que ça va nous apporter par rapport au précédent chapitre? Il y a des choses qu'on n'a pas pu affirmer parce qu'il nous fallait justement cette condition d'être en dimension finie. Donc là, justement, les théorèmes qui arrivent sont des théorèmes qui ne fonctionnent que en dimension finie. C'est pour ça qu'ils apparaissent dans cette partie-là du cours et qui n'y étaient pas avant, alors qu'on pressentait quand même bien ce qui s'y passe. Voilà. Et ce sont des théorèmes assez centraux, assez importants. Vous voyez, on a donc théorème de la base extraite et théorème de la base incomplète. Et là, un théorème qui n'a pas spécialement de nom, mais qui est très important aussi, parce qu'en fait, c'est la preuve de celui-là qui va nous apporter la preuve des deux autres. Donc, que dit le théorème de la base extraite? Concrètement, c'est assez simple. C'est-à-dire que on part d'une famille qui est génératrice, en dimension finie, hein, attention toujours. Je pars d'une famille qui est génératrice, alors je vais pouvoir extraire de cette famille une famille libre qui sera donc... Enfin, libre, pardon, qui va rester génératrice, je vais y arriver, et qui sera donc une base. En gros, de toute famille génératrice, je peux extraire une base. En gros, hein, il suffit d'enlever les quelques vecteurs qui ne nous servent pas à générer, c'est-à-dire qu'on va garder le minimum de vecteurs qui génèrent l'ensemble. C'est-à-dire que si je prends ce minimum-là, ben j'en enlève un, ça génère plus l'ensemble, hein, ça veut dire ça. Hein. Donc on va prendre le minimum de vecteurs qui génèrent vraiment l'ensemble parmi tous les vecteurs de la famille de départ. Et après, ben, restera plus qu'à justifier, bon, encore une fois, c'est le théorème de Campbell, hein, à justifier que cette famille-là, elle est libre, et ce sera gagné, et ce sera bien une base. Donc ça, c'est affirmé dans ce théorème, et après, donc, on pourra l'utiliser, ça, sans forcément le redémontrer, si on ne nous le demande pas. Donc voilà, de toute famille génératrice, je peux extraire une base. Et inversement, de toute famille libre, donc là pour le coup, toujours en dimension finie, hein, de toute famille libre, enfin de toute famille, je ne le dis pas bien, à partir de toute famille libre, je peux créer une base. C'est-à-dire que je peux lui rajouter les vecteurs qui lui manquent pour devenir génératrice. Là vraiment, ça se comprend quand même très bien, je pense. Hein. J'ai une famille donc à la base qui est libre, mais qui n'est pas forcément génératrice. Mais il suffit que je lui rajoute les vecteurs qui lui manquent pour devenir génératrice, tout en conservant bien la liberté que j'ai par rapport aux autres vecteurs. C'est pas si simple, hein, en soi, hein, attention, hein, mais le concept se comprend, et donc je vais la compléter en une surfamille qui va être une base. Voilà, donc ça, ce sont donc les deux théorèmes à connaître, hein, faut connaître bien leurs énoncés. Et donc on va démontrer le théorème d'après, là, qu'on va lire aussi avant. Qui finalement va nous permettre, enfin si vous voulez, les deux autres sont des applications quasi directes, hein, de ce théorème. Donc ce théorème, qu'est-ce qu'il dit, lui? Donc toujours en dimension finie, je pars d'une famille qui est génératrice, je prends une sous-famille de cette famille qui est libre, d'accord, voilà. Je suis sûre qu'elle existe parce que bah, dans le pire des cas, je la prends réduite à rien du tout, hein. Enfin on va avoir juste le neutre, voilà. Donc je peux toujours le faire. Et donc, ce que dit ce théorème, c'est que je vais pouvoir trouver une famille entre les deux
qui pourra coïncider soit avec la famille génératrice, soit avec la famille libre, hein, attention, parce qu'il y a des cas où la famille qui était génératrice au départ était déjà une base. Bon, dans ce cas-là, c'est pas très intéressant, mais ça marche aussi. Donc on va trouver une famille qui sera entre les deux en termes d'inclusion, et qui sera une base, c'est-à-dire qu'il va avoir les deux caractéristiques, et libre et génératrice. Voilà, et donc nous, on va s'attacher justement à démontrer ce théorème. On va voir que la démonstration n'est pas si simple. Donc voilà, j'ai essayé de bien la détailler, mais c'est vrai que de le faire là en vidéo, ça va nous faire gagner un certain temps, parce que vous allez voir qu'il y a quand même un petit peu à faire. Alors, donc, je vais le faire à côté lui aussi. Donc je vais me placer là. Preuve du théorème. Donc ce théorème, attendez que je flèche le bon, voilà, ce théorème-là. Donc, on y va. On va déjà poser, je vais un petit peu, ne soyez pas étonnés, je vais un peu réécrire l'énoncé du théorème, mais juste pour qu'on ait bien les notations sous les yeux. Donc on part de E, un K espace vectoriel en dimension finie, donc ça, bon, je ne l'écris pas. Comme il est fini, on sait qu'on peut trouver une famille génératrice finie, elle aussi, donc on l'appelle G dans le théorème. I appartient à I, avec I qui est un ensemble, pas un intervalle ici, attention, c'est un ensemble d'entiers, hein, un ensemble fini. Puisque justement, on est dans un espace de dimension finie, donc ma famille génératrice, elle peut, donc là on la prend puisque elle peut être finie, donc on la prend finie. Ok, I est un ensemble fini d'ailleurs et non vide aussi. Voilà. Ok, et donc on va prendre, elle, une sous-famille de G qui est libre, une sous-famille libre de G. Voilà. Comme c'est une sous-famille, je vais pouvoir, enfin, elle va contenir des xi aussi. Mais, alors voilà, je vais l'écrire comme ça. Mais cette fois-ci, les i appartiennent pas forcément à i. Enfin, si, ils appartiennent à i, je veux dire, mais c'est pas tous les éléments de grand i. Donc, on va dire que ce sont les éléments de, on va l'appeler comment, de j, disons, avec j inclus dans i. Puisque forcément, les xi sont les mêmes que, enfin, ils sont aussi dans g, hein, ils sont empruntés à g. Donc, mais il y en a pas forcément autant, il y en a peut-être moins. Donc quand on va les numéroter, on n'aura pas, on va pas récupérer tous les numéros qui étaient dans i. On va en récupérer un certain nombre. Ok, et donc ce qu'on veut montrer, c'est que alors, il existe une sous-famille B qui sera à la fois, donc qui soit à la fois une surfamille de L et une sous-famille de G, c'est ce que dit l'énoncé. C'est-à-dire qu'on va avoir des xi aussi, hein, mais on en aura donc, on aura tous ceux qui sont dans L avec éventuellement quelques-uns en plus, et en même temps, on n'aura pas forcément tous ceux qui sont dans G, toujours. Donc une surfamille de L et une sous-famille de G. Voilà, et en même temps que ce soit une base, justement. C'est-à-dire qu'on voudrait qu'elle ait les deux caractéristiques, à la fois libre comme L et génératrice comme G. Une base de E. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on veut démontrer. Alors, pour pouvoir démontrer ça, petite remarque. Ouais, on va faire ça, une petite remarque. C'est des notations, hein, la remarque, mais bon. On va appeler, ce qu'on va appeler card de F, c'est le cardinal de la famille. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ce mot, c'est pas difficile, hein. C'est le nombre d'éléments. Donc, le nombre de vecteurs, autrement dit, qu'il y a dans la famille F. Là, j'ai pris F juste pour définir ma notation. F n'a rien à voir là dans l'énoncé, hein. Et après, une petite remarque aussi. Si jamais on venait à tomber sur le vecte du vide, parce que en fait, alors je sais plus pourquoi je voulais faire cette remarque. Bon, on verra après, c'est pas grave. De toute façon, c'est bien de le savoir. Je me souviens plus si ça nous sert pour la preuve. De toute façon, ça peut servir.
Oui, donc le vecte du vide est quand même considéré comme étant un ensemble. Ça reste un sous-espace vectoriel, donc il contient le neutre, mais il est engendré par rien d'autre. Donc en fait, il y a le neutre, et c'est tout. Voilà. Donc le neutre peut s'écrire, l'ensemble qui contient que le neutre peut s'écrire comme un vecte aussi. Et c'est pourquoi c'est considéré comme une famille libre. Ah bah oui, justement, c'est parce que, oui, je pense que j'ai écrit ça justement parce que la sous-famille L, on sait qu'elle existe toujours parce qu'au pire, je prends ça. Au pire, on sait que dans eux, enfin dans la famille G, dans le pire des cas, je prends rien et j'engendre quand même le neutre. Voilà, ça reste, et c'est une sous-famille libre. C'est dans le cas où G aurait qu'un élément, par exemple. Mais bon, un seul élément, remarquez, elle est déjà libre. Ouais. Enfin bon, c'est vraiment des cas très particuliers, mais voilà, en tout cas, on s'assure comme ça que on est tout à fait en droit de supposer qu'il existe une sous-famille libre de G. Donc, la preuve, alors, en elle-même, on y va. Je vais l'écrire là. Donc, elle s'articule en deux parties, parce que d'abord, il y a une partie où on va aller définir justement, parce que vous avez bien compris, donc j'ai une grande famille, j'ai une sous-famille, et en gros, je vais en prendre une entre les deux, qui devrait récupérer les deux caractéristiques. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on va aller chercher la plus grande famille libre possible. C'est-à-dire que L, c'en est une, mais on va aller voir, en prenant une surfamille de L éventuellement, mais tout en restant libre, comment, comment on peut noter ça en fait. C'est ça l'idée. Donc la première partie, c'est simplement ça, c'est pour arriver à formaliser, à noter ça, cette idée-là. C'est-à-dire que je pars de L et éventuellement, je rajoute des vecteurs, encore donc de G, qui ne sont pas dans L, hein, mais tout en gardant la liberté de la famille. Et dès que ça n'est plus libre, je m'arrête. C'est-à-dire qu'en gros, on va aller formaliser le fait que je prenne le, le nombre d'éléments maximal tout en restant libre. Voilà, et c'est ça, c'est cette famille-là qui formera une base, et c'est ça qu'on démontrera après dans un deuxième temps. Alors pour ça, donc, du coup, je vais mettre voilà, une étoile, ça va vous faire, ça va vous faire penser à quand on met des notes, alors c'est pas tout à fait ça. Je vais mettre un gros point, voilà. Donc premier point, déjà je vais définir deux ensembles. Alors ça c'est pas naturel, hein, c'est pour ça que je disais que c'est pas une preuve facile. Mais après, bon, elle s'articule plutôt bien. Simplement, vous y aurez clairement, vous n'y auriez pas pensé tout seul, je pense. C'est pas quelque chose qui se fait naturellement. Donc, le premier ensemble, c'est un ensemble d'ensembles. C'est-à-dire qu'on va prendre tous les ensembles K qui se calent entre J et I. J, rappelez-vous, c'est toutes les, comment on pourrait appeler ça? C'est toute l'indexation de L, c'est-à-dire c'est tous les numéros des XI qui appartiennent à L. Et I, c'est tous les numéros des XI qui appartiennent à G. Donc on avait dit justement que a priori, comme G est génératrice et elle est libre, on en a plus dans I que dans J, et donc on avait J inclus dans I. Là, on considère tous les ensembles qui se calent entre les deux. Mais tels que, je ne sais pas n'importe lesquels, hein, sinon il y en aurait beaucoup, tels que XI, en prenant la famille justement des numéros dans K, tel que XI reste libre. Ça c'est important justement comme condition. Donc en gros, nous, on voudrait aller voir quel est le cas le plus grand au sens de l'inclusion. Et comment on va savoir qui est le plus grand? On va avoir besoin de connaître son nombre d'éléments, donc le cardinal. C'est pour ça que B, en fait, ça va être l'ensemble des cardinaux. Donc ça, c'est pas un ensemble d'ensembles, c'est un ensemble de nombres. Donc l'ensemble des cardinaux des ensembles appartenant à A. Vous voyez, c'est assez... je vais l'écrire d'ailleurs ça. Donc ça, c'est l'ensemble des cardinaux. Cardinaux, vous vous rappelez, c'est le nombre d'éléments. Des ensembles appartenant à A. Voilà. Et ça, c'est inclus forcément dans, je vais l'écrire comme ça, dans card de I, non de J, pardon, c'est J le petit, card de I. Puisque K, rappelez-vous, il est entre I et J. Et on sait que I et J sont des ensembles finis. Donc, on sait déjà que B, il a un nombre fini d'éléments. Forcément, puisqu'il est inclus, il inclut entre... Enfin, ce sont des entiers qui sont entre deux entiers finis. Donc, a priori, voilà. Bon, justement, c'est ça qu'on va formaliser.
C'est donc un sous-ensemble des entiers. Il n'est pas vide, puisqu'il y a au moins, il y a au moins le cardinal de J dedans, puisque J, rappelez-vous, c'est une sous-famille libre. Donc, dans la famille, enfin, dans l'ensemble A, il y a au moins J. J appartient nécessairement à A. C'est obligatoire, puisque les XI avec qui appartenant à J, c'est une famille qui est supposée libre dès le départ, c'est la famille L. Donc, ça veut dire que B n'est pas vide, qu'il est un sous-ensemble de N, et en plus, il est majoré par le cardinal de I. Alors, rappelez-vous, un ensemble non vide majoré admet ce qu'on appelle une borne sup, sauf que là, vu que l'ensemble est fini, c'est carrément un maximum, un plus grand élément. Et donc, le plus grand élément, ben on va lui donner, enfin, on va lui associer une notation, et donc ce truc, cette idée-là sera définie, sera formalisée plutôt. Voilà, donc je vais écrire tout ça. B est un sous-ensemble de N. N double barre. Hein. B est un sous-ensemble de N. Il est non vide et majoré. Donc il est non vide car il contient au moins quart de J. Puisque J appartient à A. Voilà, donc il est non vide. Oui, c'est ça, J appartient à A. Pardon, je me relisais. Voilà, et il est majoré, ça on l'a expliqué aussi, par... Il n'y a qu'un E, pardon. Il est majoré par cardinal de I. Voilà. Donc il admet un plus grand élément. Voilà. Que l'on notera, et c'est important pour toute la suite de la preuve, que l'on notera, rappelez-vous, dans B, il n'y a que des quarts d'ensemble, donc on va le noter quart de M, avec M, qui du coup, avec M appartenant à A. Donc M appartenant à A, ça veut dire que M est entre J et I, bon, sans en douter, mais ça veut dire aussi que la famille des XI avec I appartenant à M, on est sûr qu'elle est encore libre. Voilà. Donc ça, c'est important. C'est très important même. On va voir pourquoi. Donc, alors attendez, juste, est-ce que j'ai autre chose à vous écrire? Non, c'est bon. Juste, je vais préciser là, comme ça, on l'aura bien sous les yeux. Donc, la famille des XI avec I appartenant à M est libre. Ça, je l'ai dit, mais je ne l'ai pas écrit, et c'est important. Voilà. Et donc, en fait, M, ainsi, M est le nombre d'éléments maximal, ce que je disais, hein, et le nombre d'éléments maximal d'une sous-famille libre que peut prendre une sous-famille en restant libre, quoi, hein, de I. Si j'en prends un de plus, elle ne sera plus libre. Ça, c'est important, parce que sinon, ce cardinal supplémentaire, donc, qui aurait été plus grand, aurait été à son tour le maximum de B. Ce qui n'est pas le cas. Le maximum de B, c'est M, et c'est pas M plus 1. Voilà. Donc, jusqu'à M vecteur, je peux trouver une sous-famille libre. Au-delà de M vecteur, toute sous-famille de G sera liée. Et ça, c'est important. Voilà. Alors, donc, je continue. Une petite remarque avant de faire la suite. J'ai donc posé, et c'est ça qui va être important, on va la noter d'ailleurs, notons B, la famille des XI avec I appartenant à M. Ce qu'on peut remarquer déjà, c'est que cette famille-là, donc elle est libre, puisque c'est comme ça qu'on l'a défini, le M là. Et en plus, c'est une sous-famille de G, puisque M est inclus dans I. Donc j'ai bien pris une partie des éléments de G. Peut-être tous, hein, d'ailleurs, c'est possible que M égale I. Et c'est aussi une surfamille de L,
puisque, rappelez-vous, M est aussi, contient J. Et J, c'est tous les numéros des éléments de L. Donc déjà, premier point, B est à la fois une sous-famille de G et une surfamille de L. Donc déjà, le premier point, il est bon si je prends cette famille-là. Et après, bon, c'est pas pour rien que je l'ai appelée B, on va s'attacher à montrer que cette famille-là, c'est une base. Et donc, on aura démontré le théorème. Donc B est à la fois une sous-famille de G et une surfamille de L. Ok, deuxième point, montrons que B est une base de E. On sait déjà que B est libre. C'est comme ça que ça a été défini par définition de M. Vous vous rappelez, je l'ai écrit tout à l'heure. Bon, donc il reste à montrer qu'elle est génératrice, cette sous-famille. Ce qui n'est pas rien quand même en soi, bon on va y arriver, hein, mais là aussi on va voir que c'est pas si naturel. Alors, pour montrer que c'est générateur, je vous avais expliqué, soit je prends un élément quelconque de E et j'essaie de trouver une combinaison linéaire des xi qui appartiennent à B pour montrer que c'est bien générateur. C'est difficile à faire quand on ne connaît pas l'espace vectoriel, parce que il faudra avoir quelques précisions en fait pour arriver à faire cette décomposition. Mais on avait vu une autre manière aussi, je vous avais dit, si vous en tenez déjà une de génératrice, on l'avait fait avec les bases, mais non, on l'avait même fait avec les génératrices d'ailleurs. Si vous en tenez une de génératrice, vous pouvez aussi montrer que le vecte de l'une est égal au vecte de l'autre. Puisque si G est génératrice de E, ça veut dire que vecte de G, ça vaut tout E. Donc si j'arrive à montrer que le vecte de B, c'est pareil que le vecte de G, vecte de B, ce sera aussi tout E. Donc B sera génératrice de l'espace vectoriel E. Voilà. Donc là, on va le faire comme ça parce que on va voir que ça va bien marcher. Parce que là, du coup, après, c'est plus que des histoires d'appartenance. Donc cela revient à montrer que vecte de B égale vecte de G, car on sait déjà que G est génératrice. Donc comme je disais à l'oral, hein, comme elle est génératrice, on sait que vecte de G égale E. Donc si on montre que les deux vectes sont égaux, vecte de B sera égal à E aussi, et c'est ce qu'on veut. Alors, pour montrer donc cette égalité, ça revient à une double inclusion. Il y en a une qui est immédiate. Vecte de B est incluse dans vecte de G. Voilà, puisque vecte de G c'est E, donc forcément tous les éléments de B sont bien dans E, hein, puisque je ne prends que des éléments de E à la base et je les combine entre eux, et E est un espace vectoriel, donc on reste bien dans E. Donc notamment car tous les vecteurs de B sont dans E, appartiennent à E, qui est donc le vecte de G. Voilà, donc ce sens-là, il est immédiat. L'autre sens l'est un peu moins. Donc maintenant, montrons que le vecte de G est inclus dans le vecte de B. C'est-à-dire que, quel que soit un vecteur de G, je peux l'écrire comme combinaison des vecteurs de B. C'est-à-dire que B suffit. Parce que G, rappelez-vous, elle est plus grande en fait que B. Tous les éléments qui sont dans B sont déjà dans G, mais pas le contraire. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de montrer que je peux engendrer tout élément de G en n'utilisant que les vecteurs de B. Alors, justement, alors lui on va le noter F, ça permettra de court-circuiter un petit peu la notation. Et donc on est d'accord que F, en fait, juste pour qu'on soit bien d'accord, hein, c'est le vecte des xi avec i appartenant à M, donc ce fameux ensemble qui se trouve entre J et I là. Alors que le vecte de G, c'est le vecte des xi appartenant à I, qui est donc le plus grand de nos ensembles de numéros, hein, le I. Bon, alors, montrons que, quel que soit J appartenant à I, alors ce serait peut-être mieux... Ah oui, non, c'est parce que J, oui, parce que I était... Mais I, j'utilise pour autre chose, c'est pour ça que je prends J. Donc, quel que soit J appartenant à I, montrons que XJ appartient aussi à F.
Donc là, on va montrer que tous les éléments de la famille génératrice de, oui, c'est ça, de vecte de G, enfin, donc de G, hein, appartiennent aussi à vecte de B, puisque si ces éléments générateurs sont dedans, alors tout l'ensemble est dedans, puisqu'après c'est un sous-espace vectoriel, donc toutes les combinaisons seront dedans aussi. Donc je le montre juste pour les XJ, ça suffit. Alors justement, j'ai deux possibilités. Soit J appartient déjà à M. J'espère que vous me suivez là, hein. C'est-à-dire que G, peut-être que ça sera, j'en sais rien moi, X2, X3, admettons que j'en ai 6, allez 6. Voilà. Et alors que B, lui, c'est soit tout G, c'est possible, soit qu'une partie. Donc c'est peut-être X2, X3, X5. Voilà. Et donc l'idée, c'est de montrer que tout ce qui est dans G va être aussi, dans vecte de G, pardon, sera aussi dans vecte de B. Donc si j'arrive à montrer que chacun des éléments de G est déjà dans B, bah après toutes les combinaisons y sont aussi, puisque B, vecte de B est un sous-espace vectoriel, et donc j'aurai bien mon inclusion complète. Voilà, c'est ça qu'on essaye de faire, hein. Donc là, on dit si J, donc je prends un J n'importe lequel dans les numéros de G. Et donc, j'ai deux possibilités. Soit ce numéro, il est aussi dans les numéros de B, donc dans M. Là, donc, là, par exemple, je prends un nombre n'importe entre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peut-être que c'est ou 2, ou 3, ou 5. Je peux tomber là-dessus. Ou bien c'en est un qui n'est pas dedans. Donc, on va examiner les deux cas. Donc, soit J appartient déjà à M. Et donc, dans ce cas, c'est vite vu, puisque si J appartient à M, et ben XJ appartient à F par définition. C'est-à-dire là, je suis tombée sur un numéro commun, c'est un qui était déjà dans B. Donc, bon, dans ce cas, j'ai rien à montrer. Ou bien, et c'est là que c'est un peu plus compliqué, si J appartient à I privé de M. C'est-à-dire que là, je tombe sur un numéro, un indice, qui se trouve dans G, mais qui ne se trouve pas dans B. Pour les familles, je parle, hein. Donc dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer, donc alors, considérons, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la famille la famille B, en fait, hein, la famille des XI avec qui appartenant à M, et on va lui rajouter cet élément-là, qui n'y était pas donc à la base, hein. Donc considérons F, qui va être donc la réunion de tous les XI avec qui appartenant à M, donc ça c'est justement B, et on va lui coller XJ, donc ce nouvel élément là, qui est dans la surfamille là, dans G, mais qui n'est pas dans B. Donc on considère cette famille là. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Card de F, donc le nombre d'éléments de F, c'est le nombre d'éléments de B plus 1, puisque j'ai rajouté XJ. Bon, jusque-là, rien de fou. Autrement dit, c'est le cardinal de M, puisque M, rappelez-vous, c'est l'ensemble des indices des éléments qui sont dans B. Donc ça revient au même, il y en a autant, card de M plus 1. Or, qu'est-ce qu'on a dit dans notre première partie de la preuve? Donc, or, card de M, c'est le maximum, c'est le nombre maximum de... Ouais, on va le réécrire ça. Donc, et le nombre maximum de vecteurs dans une sous-famille de G pour qu'elle soit libre. Pour qu'elle reste, oui, pour qu'elle soit libre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, justement, si je prends un cardinal qui dépasse M, enfin celui de M, carte de M, je vais pouvoir dire d'office que ma famille est liée. Vous vous souvenez? Je l'ai dit juste avant. Enfin, juste un petit peu au-dessus. Donc, on peut en déduire que F ne peut pas être libre. Voilà. Donc, F ne peut pas être libre. Bon, on n'a pas tout à fait fini la preuve pour autant, mais on a bien avancé déjà. Vous allez voir pourquoi. Donc, ne peut pas être libre. Elle est donc liée. F est donc liée. Et elle a une particularité, c'est qu'elle est liée, mais elle a toute une sous-famille dont on sait déjà qu'elle est libre, elle, en revanche. Donc, avec XI libre. Donc ça veut dire que forcément si elle est liée, c'est que c'est le dernier. Ça aussi on l'avait démontré hein, dans notre théorème. C'est que c'est le tout dernier, la XJ, qui est combinaison linéaire des autres.
que les autres entre eux, ils peuvent pas être combinaisons linéaires, puisqu'ils ils forment une famille libre. Combinaison linéaire des xi avec i appartenant à M, autrement dit, des éléments de B. Voilà, ce qui revient à dire, et là on a quasiment fini du coup, ce qui revient à dire que xj appartient au vecte des xi pour i appartenant à M, autrement dit le vecte de B, qui était notre élément, enfin notre ensemble F qu'on avait au départ. Donc là, on a démontré que si je prends un xj, parce que là c'est dans tous les cas, vous voyez là j'avais la même conclusion, xj appartient à F, xj appartient à F. Donc dans tous les cas, si je prends au départ donc un élément dans G, c'est-à-dire un xi avec i appartenant à i, donc le plus général possible, eh bien ce xj, cet élément je l'ai appelé comme ça, ce xj appartiendra forcément au vecte de B, c'est-à-dire que j'arrive à l'engendrer avec moins de vecteurs que ce que j'avais au départ, potentiellement, en tout cas avec les vecteurs de B seulement. Voilà, ça qu'on vient de démontrer. Autrement dit, j'ai bien un vecte de G qui est inclus dans le vecte de B. On déduit donc que vecte de, donc c'est, j'ai dit G, qui est inclus dans vecte de B, c'est ce qui nous manquait, donc c'est parfait. Et donc, on a l'égalité. Ce qui veut dire que B est génératrice. Puisque rappelez-vous, ça c'est déjà égal à E, on le sait, donc vecte de B égale E. Donc elle est génératrice de E. Voilà, et donc on a tout puisqu'elle est libre et génératrice, donc c'est une base. Et en plus, c'était bien une sous-famille de G, une surfamille de L, donc on a tout démontré. Donc conclusion. Donc les xi avec i appartenant à M est une base de E. Donc ça c'est important. Donc on a trouvé une base de E qui se cale entre la sous-famille et la surfamille. Donc est une base de E qui est aussi une surfamille de L et une sous-famille de G, comme le demandait le théorème. CQFD, comme on dit, hein, ce qu'il fallait démontrer. Voilà, donc on est d'accord que c'est pas une preuve évidente, pas naturelle. Après, je pense que chaque élément, enfin chaque partie de la preuve mise à part se comprend. Mais voilà, je vous concède que c'est pas la preuve la plus simple qu'on ait vue et qu'on verra. Bon, pour la partie cours, c'est déjà pas mal pour cette vidéo. Je vais juste vous soumettre un petit exemple, mais qu'on traitera en classe, pour ceux qui ont le temps d'y réfléchir. Donc, exemple, justement, dans R3, considérons... Alors, j'ai pris 5 vecteurs, pardon. J'ai pris V1 qui est 1, 2, 0, V2 qui est 0, moins 1, moins 1, V3 qui est 2, 3, moins 1, hein. V4 qui est 6, moins 4, moins 4, et V5 qui est moins 3, 1, 1. Donc première question, montrer que la famille de tous ces vecteurs est génératrice. Le but de l'exercice est de trouver une base de R3 qui ne soit pas la base canonique, la base classique, à partir de ces vecteurs-là. Donc déjà, montrer qu'elle est génératrice, puisque, bon, déjà être sûr d'arriver à récupérer tout R3. Donc génératrice de R3. Est-elle libre? Voilà, alors bon, je laisserai répondre, enfin réfléchir à cette question. C'est pas très difficile normalement d'y répondre. Et donc on vous demande en déduire, puisque là que vous aurez un petit peu examiné tout ça. Il y a un lien avec les théorèmes du dessus, hein, donc voilà. Posez-vous quand même la question de quel est le lien.
Donc en déduire une base de R3 constituée de VI. Donc à partir des vecteurs qu'on vous a proposés. Voilà, donc on traitera cet exemple en classe. Et je voulais juste revenir sur un tout dernier point, parce que je l'ai dit, mais je l'ai pas, j'ai pas expliqué le lien, quoi. Le théorème qu'on a démontré là, on est bien d'accord qu'il vous donne aussi donc, les deux théorèmes qui étaient au-dessus, à savoir base... attendez, voilà, la base extraite et la base incomplète. Puisque bah, justement, si on part d'une famille génératrice de E, bah là on est vraiment dans le cadre du théorème, hein. Je pars d'une famille génératrice, je prends une sous-famille libre, on a expliqué pourquoi on était à peu près sûr qu'elle existe, voilà. Et donc je vais bien trouver une base qui est une sous-famille de la famille génératrice de départ. Donc, bah, c'est ce que dit le théorème de la base extraite. On peut extraire d'une famille génératrice une base. Et voilà, et la base incomplète, on peut compléter n'importe quelle famille libre, blablabla. Bon, en fait, effectivement, même principe, hein, je pars d'une famille libre et comme je sais que mon espace est de dimension finie, je sais que je vais pouvoir, en ajoutant des vecteurs à ma famille libre, je vais pouvoir à un moment, je sais pas combien je vais devoir en rajouter, mais à un moment, je vais tomber sur une famille génératrice puisque je sais que mon espace vectoriel est dimension finie, donc avec un nombre fini de vecteurs, je suis capable de générer l'ensemble. Voilà, donc dans le pire des cas, on lui rajoute carrément toute une base à cette famille, mais on va arriver à trouver une famille génératrice. Et après, ben, on applique le théorème. J'aurai donc bien une libre incluse dans une génératrice, et donc je vais pouvoir en trouver une calée entre les deux qui soit une base. Donc c'est bien ce théorème qui est à l'origine des deux autres, hein. Voilà, bon, je pense que j'en ai dit assez pour cette vidéo-là. On parlera de tout ça en classe. Bien entendu, notez vos questions, il n'y a aucun problème, et on les abordera pour que tout soit bien clair et qu'on puisse avancer sereinement. Voilà, merci pour votre écoute et à très bientôt sûrement.